Bonjour à tous. Dans cette séance, on va voir deux exercices sur le chapitre 5, sur le travail des forces magnétiques, vous savez, avec le théorème de Maxwell. Premier exercice, le 5.1. Donc on lit un circuit C1 rectangulaire MNPQ, parcouru par un courant I1 stationnaire, peut se déplacer dans son plan. On regarde sur la figure. Donc voici le plan MNPQ en rouge, parcouru par un courant I1 dans ce sens, peut se déplacer dans son plan, c'est-à-dire ici c'est le plan de l'écran, plan de la figure. Ok, alors il évolue, ce circuit évolue librement sous l'action du champ magnétique B2 créé par un fil rectiligne infini C2 qui lui est parcouru par un courant I2 constant. Voilà, j'ai ici un fil infini parcouru par un courant I2 dans ce sens-là. Il crée donc un champ magnétique B2, dont on connaît l'expression, l'expression créée par un fil indéfini. Très bien. Et donc, ce cadre va évoluer dans ce champ-là. La première question, c'est calculer le flux du champ B2 à travers le cadre MNPQ. Bon, ça n'a rien de compliqué. Deuxièmement, en appliquant le théorème de Maxwell, déterminer la résultante des forces de la place exercée sur le circuit C1. Ah, c'est ça qui est nouveau pour nous. Parce que les forces de la place, on sait les calculer par la relation l'intégrale de I de L vectoriel B. Mais là, c'est en utilisant le théorème de Maxwell, donc en utilisant le flux qu'on aura calculé à la question précédente. Bien. Troisièmement, vérifier dans ce cas la règle du flux maximum. Ok. Quatrièmement, sans utiliser le théorème de Maxwell, déterminer à nouveau la résultante des forces de la place. Pardon, je vous demande 30 secondes. Voilà, c'est juste... Bon, ok, alors, donc on disait, voilà les questions. Ensuite, c'est l'exercice 5.2 sur lequel, donc on reviendra quand on aura fini celui-là. Donc, alors allons-y sur... ça marche pas. Allons-y sur l'exercice 5.1, donc le voilà. Je reprends la figure, le fil, le cadre, avec un repère ici, cylindrique. Vous voyez, en un point M, j'ai les vecteurs euro, EZ, et EφI qui est perpendiculaire et il est rentrant. Le côté Mn, on l'appelle, c'est une distance 2A. Le côté Pn, c'est appelé B. Le centre du cadre, ici, il a pour coordonnées ρ0 et z0. Voilà. Et on commence, on nous dit si le cadre est soumis à un champ magnétique B2, créé donc par le fil infini, eh bien le flux à travers ce cadre, par définition, c'est phi égale l'intégrale sur le cadre, qui est un circuit fermé d'ailleurs, l'intégrale de B2 scalaire ds2. Alors ici, B2, c'est le champ créé par un fil indéfini. Bon, ça, vous savez très bien que c'est mu0i, ici c'est I2. Mu0 I2 sur 2 pi ρ EφI. Ρ, c'est la distance du point où on calcule le champ jusqu'au fil. Et ds2, eh bien ds2, c'est d-ρ de Zn2. Alors, voyons voir cette histoire. ds2, tu vois, ça c'est la surface du cadre. ds2, ce serait, bon, je vais l'agrandir, mais ça va être un truc comme ça, carré comme ça. Donc, ce côté-là, c'est d-ρ, ce côté-là, c'est dz. Donc, bien sûr, la surface, c'est d-ρ fois dz. Et c'est porté par le côté, par le vecteur, je veux dire, perpendiculaire à ce plan-là, c'est EφI. Alors, est-ce que c'est plus EφI ou moins EfI? Écoutez, comme le cadre est orienté dans le sens du courant, là, on va prendre le sens du courant, on n'a pas le choix, vous utilisez la règle de la main droite et hop, vous trouvez que c'est orienté selon plus EfI. Le pouce rentre dans le cadre.
c'est ce qu'on a dû marquer. Voilà. N2, non, oui, non, N2, voilà, c'est ici. N2, c'est égal à E phi dans ce cas-là. Vu l'orientation, vu le sens de parcours sur le cadre. Très bien. Alors phi, c'est donc l'intégrale de B2 ds. Je remplace. Vous voyez qu'il va y avoir E phi scalaire E phi. Ça va s'en aller. Vous remplacez tranquillement. Mu0 I2 sur 2pi. Ça, c'est une constante qui sort. Il y aura d'une part l'intégrale sur z. Et ça va de z0 à moins b sur 2 jusqu'à z0 plus b sur 2. C'est-à-dire, en fait, on l'intègre de là jusque là. Donc de 0 moins b sur 2 jusqu'à z0 plus b sur 2. Très bien. Et l'autre terme, c'est l'intégrale de d sur ρ. Et on intègre de ρ0 moins a à ρ0 plus a. Hein, on intègre de là jusque là. De ρ0 moins a jusqu'à ρ0 plus a. Voilà. Bon, c'est un calcul simple. L'intégrale de dz, c'est z. Donc ce truc-là, ça va nous donner un facteur b. Et là, vous voyez que ça va être le logarithme de ρ. Le logarithme de ρ entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc ça sera ln de ρ0 plus a sur ρ0 moins a. Voilà, c'est ce qu'on a marqué. Puisque ça, c'est en fait ln de ρ0 plus a moins ln de ρ0 moins 1. Et voilà, on calcule le flux. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Bien. Maintenant, à la deuxième question, on nous demande de déterminer la force. Alors, pour un cadre donné, phi varie avec ρ0. Oui, pour un cadre donné, A et B sont des valeurs fixées. Hein. Le cadre, il est indéformable, ça ne bouge pas. Donc, la seule variable là-dedans, c'est ρ0. Si je reviens à ma figure, vous voyez ici, le cadre, tout ce qu'il peut faire, c'est de déplacer, s'éloigner ou s'approcher du fil. Et donc, c'est ρ0, c'est la seule chose qui va varier. Voilà. Et d'après le théorème de Maxwell, eh bien, dW, le travail de la force exercée, c'est I fois dφ. I, c'est le courant qui parcourt le cadre. Donc c'est I1. I1 fois dφ. Et dφ, ça représente la variation infinitésimale de phi lorsqu'on va varier ρ0 d'une quantité dρ0. D'accord? C'est ça, c'est le travail élémentaire, c'était lorsque ρ0 a varié d'une quantité infinitésimale dρ0. Bon, alors on a aussi dw égale f dρ0. Oui, si j'appelle f la composante sur ρ, vous voyez que le travail élémentaire, par définition, c'est la force fois le déplacement. Si ici on se déplace selon ρ, c'est simplement f fois dρ0. Et donc en comparant, enfin non, en utilisant cette expression et celle-là, on trouve que f égale dw, c'est-à-dire I1 dφ sur dρ0. Voilà, I1 dφ sur dρ0. Et ceci devient évidemment la dérivée quand dρ0 tend vers 0. Bon, ici on connaît phi. Où est-ce qu'il est? Là, phi. Je dérive ça par rapport à ρ0 en multipliant par I1. Donc je vais avoir mu0 I1 I2b sur 2pi. La dérivée de ρ0 par rapport à ça. Alors ceux qui s'y prennent mal, ils vont dire la dérivée par rapport à ρ0 de ça qui est une fonction de ρ0. Donc c'est comme si je voulais dériver ln de u, c'est u' sur u, où u c'est f sur g, et donc u' c'est f'g moins fg' sur... Non, enfin c'est pas compliqué, mais c'est embêtant. Or là, il y a une façon très très simple, c'est de revenir en fait à l'expression. Ça, c'est ln de ρ0 plus a moins ln de ρ0 moins a.
Parce que maintenant, quand vous allez dériver par rapport à rho 0, la dérivée de ln de rho 0 plus a, c'est 1 sur rho 0 plus a. Et celle de ln de rho 0 moins a, c'est 1 sur rho 0 moins a, tout simplement. Et donc, voilà, on a la dérivée. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, la dérivée. Voici, une fois qu'on a dérivé, on trouve ceci. On réduit en un dénominateur. Donc, en bas, vous allez avoir une identité remarquable, rho 0 carré moins a au carré. Et là, rho 0 moins a moins, entre parenthèses, rho 0 plus a. Donc, c'est moins 2a. Voilà, moins. Et puis il y a 2a ici. Bon, enfin, c'est un calcul que vous pouvez vérifier tranquillement en faisant vous-même, en écrivant vous-même. Et donc, on trouve une force qui est dirigée selon moins ρ. Hein, puisque rho 0 est plus grand que a. Hein. Et donc, moins ρ, ça veut dire que c'est une force qui est dirigée vers le fil. Le cadre, il se déplace en allant vers le fil. Voilà. Alors, troisièmement, c'était quoi le troisièmement? Ah oui, je crois, troisièmement, c'était vérifier la règle du flux maximum. Alors, comme je vous disais, cette force a tendance à rapprocher le cadre du fil, c'est-à-dire que rho 0 diminue. Alors, il est facile de voir que que la fonction qui est à rho 0 associe rho 0 plus a sur rho 0 moins a est une fonction décroissante. Oui, pour voir ça, vous pouvez, ici en numérateur, faire moins a plus a. Et donc ça va devenir 1 plus 2a sur rho 0 moins a. Donc 1 plus une fonction décroissante, qui est donc une fonction décroissante. Ou bien vous dérivez tout simplement ça par rapport à rho 0, vous allez trouver quelque chose de négatif. Bon, ça veut dire que c'est une fonction décroissante. Ça veut dire que lorsque rho 0 diminue, le quotient rho 0 plus a sur rho 0 moins a augmente. Et donc, le logarithme de rho 0 plus a sur rho 0 moins a lui-même va augmenter, puisque la fonction logarithme est croissante. Alors, si ce truc-là augmente, ça veut dire que le flux augmente, puisque le flux est égal à quelque chose, une constante fois ce machin-là. Et donc, ça veut dire que lorsque rho 0 diminue, le flux augmente, et c'est tout à fait en accord avec la règle du flux maximal. Okay? Le cadre bouge spontanément, d'une façon telle que le flux augmente. C'est ce qu'on vient de vérifier ici. Ensuite, quatrièmement, on veut recalculer la force, mais cette fois-ci sans utiliser le théorème de Maxwell. Bon, ça c'est des choses que vous allez faire depuis le début de cette année. C'est que lorsque vous avez un courant I1 en présence d'un champ magnétique, ici en présence d'un champ B2, eh bien, ce circuit va subir la force F égale l'intégrale de I de L vectoriel B2. Alors ici, I, on a dit, c'est I1 avec I1, voilà, il faut mettre I1. I1 vectoriel B2. C'est le circuit C1. Très bien. Alors, si le circuit, il est fermé, ça c'est sûr, il est indéformable, ok. Mais s'il était en présence d'un champ B2 uniforme, ici il y a toujours le 1 qui manque, eh bien cette force-là, elle serait nulle. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? On a dit si B2 était uniforme, on le sort de l'intégrale. Il va rester ici l'intégrale sur un circuit fermé de dl, du vecteur dl, qui est une quantité nulle. Et donc la force serait nulle. Voilà. Mais ce n'est pas le cas ici, parce que B2 n'est pas uniforme. Vous savez, B2, c'est le champ créé par le fil, et donc si on s'éloigne du fil, B2 va diminuer. En tout cas, il n'est pas uniforme. Bon, dans ce cas-là, on va décomposer cette intégrale qui donne la force
sur les quatre côtés. L'intégrale sur le côté mn, plus np, etc. Et intéressons-nous maintenant à mn. C'est I1, voilà l'indice 1, I1 dl vectoriel B2. Je remonte à mon dessin. Ouf, où est-ce qu'il est? Ah, c'est pas pratique, j'aurais dû le redessiner. Voilà, mn ici. On a dit l'intégrale de I1 dl vectoriel. Bon, dl. dl, vous savez, ici, on va prendre dl selon l'axe, selon le sens du courant. Donc, dl est dirigé par là. Hein. Voilà. Donc, je vais avoir dl qui est porté par moins euro. D'accord? Et lorsqu'ensuite, je vais intégrer dans le sens de rho. C'est-à-dire, je vais intégrer de m jusqu'à n. Voilà. Et je répète, je vous ai dit plusieurs fois ce genre de choses. C'est quelqu'un, il dit non, non, mais moi je prends dl égale d rho euro. Voilà, d rho est négatif. Bon, bah, écoute, moi dans le cas général, c'est d rho euro. Ok, il peut prendre d rho euro. Mais à ce moment-là, il faudra, dans l'intégrale qui donne la force, il faudra intégrer de n jusqu'à m. D'accord? Parce que là, quand il prend dl égale d rho euro, il n'a pas précisé le sens du courant. Et donc, c'est lors de l'intégrale qu'il faudra dire que je vais de n à m. Bon, moi, je préfère faire l'opposé. J'intègre toujours dans le sens de l'axe, le sens mathématique. Et je tiens compte du fait que le courant circule dans un sens en regardant comment s'exprime dl. Donc, je reviens à ce qu'on disait. C'était ici, je ne vais plus remonter. Bon, voilà. Et donc, dl, le voilà. C'est moins d rho euro. Pourquoi je dis d rho euro? Oui, bon, ben, oui, si c'est d rho euro. C'est ça. Mu 0 I2 sur 2 pi rho. Voilà, vous avez ici euro vectoriel E phi. Les deux vecteurs, hein. Euro vectoriel E phi. Ça doit donner du EZ. Exactement, voilà EZ. Le signe moins, voilà, c'est le signe moins. Ici, j'ai mu 0 I2 sur 2 pi. Voilà, mu 0 I2 sur 2 pi. Il y a I1, ça vient du fait que, oui, voilà, il y a I1 ici. Et donc, il reste l'intégrale de d rho sur rho qui va me donner ln de rho entre rho 0 moins 1 et rho 0 plus a. Ça donne exactement ça. ln rho 0 plus a sur rho 0 moins 1. Voilà. Et puis, on fait la même chose pour le côté qui est en face, hein, le côté PQ, celui qui est en haut. Eh bien, ça sera exactement la même chose, sauf qu'au lieu de dl qui est égal à moins d rho euro, vu le sens du courant, maintenant, il faudra prendre plus d rho euro. Donc, on va trouver exactement ce résultat-là, mais simplement changer le signe. Donc, ici, ça sera plus. Voilà. Ce qui fait que la somme de ces deux forces, en fait, va être égale à 0, déjà. OK? Bon, il reste deux autres côtés. Le côté NP, hein, c'est le côté vertical. Côté NP, eh bien, je ne remonte pas au dessin, hein, mais le côté NP, vous pouvez le dessiner, vous, sur une petite feuille devant vous pour suivre. Le côté NP, bon, bah là, vous voyez que dl, vu le sens du courant, le courant descend vers le bas, donc c'est moins dz de z. Et pour B2, c'est mu 0 I2 sur 2 pi, et cette fois-ci, ρ, quel que soit le point entre n et p, vous voyez que la distance, c'est ρ 0 plus a. Ils sont tous à la même distance du fil. OK. Eh bien, ça va nous donner donc, si vous dites que EZ vectoriel E phi, ça va vous donner EZ vectoriel E phi, ça va donner moins euro, avec le signe moins ça s'en va. Et il vous reste mu 0 I1 I2, B, que j'avais oublié, sur 2 pi ρ 0 plus A, voilà. Et si vous faites la même chose pour le côté en face, QM, celui qui est le plus proche du fil,
Donc vous allez avoir la même chose, mais changer de signe, d'une part, voilà le signe moins, mais d'autre part, ce n'est pas ρ 0 plus A cette fois-ci, parce que pour tous les points qui sont sur QM, ils sont distants du fil de la quantité ρ 0 moins A. Et donc, si vous faites la somme des quatre forces, les deux premières vont s'annuler, et ensuite les deux dernières, il vous donne ça. J'ai réduit mon dénominateur et ça donne ça. Et ça, vous pouvez comparer avec ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. C'est très exactement ce qu'on avait trouvé avec le théorème de Maxwell. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a après? Bon, c'est le 5.2. Donc, écoutez, on va remonter pour lire. Attends, je vois, c'est pas l'énoncé ici. Ok, on va remonter pour lire l'énoncé. Mais en montant, on va passer devant la figure. Comme ça, on va se rappeler les forces. Donc, les forces sur MN sur PQ, donc elles s'annulent. Il y en a une qui est par là, l'autre qui est par là-bas, et s'annule. Bon, pour celle-là, je me rappelle que celle-ci était selon euro, donc elle était comme ça. Celle-là, elle était dans moins euro, mais elle était plus grande. Voilà. Et vous voyez que la somme des deux, elle est portée par moins euro. C'est ce qu'on avait trouvé. Voilà pour ce premier exercice. Ok. Et bien maintenant, on aborde le deuxième exercice. Donc c'est le cas classique d'un circuit alimenté par une pile de force électromotrice E. Et il y a des rails ici, c'est ce qui est dessiné en rouge. Et ce rail-là peut se déplacer comme ça dans cette direction qu'on appelle direction X. Voilà. Et on va tout ça, c'est en présence d'un champ magnétique B, comme c'est indiqué sur la figure, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de la figure et dirigé vers nous. Bon. L'écartement ici s'appelle petit a. Et on nous demande de trouver la force magnétique qui agit sur ce barreau, sur le truc rouge, par deux façons. D'abord en appliquant la loi de Laplace, et ensuite en utilisant le théorème de Maxwell. Et une fois qu'on aura fait ça, on va voir quel est l'effet de cette force. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il va se rapprocher de la pile ou là, est-ce qu'il va s'éloigner? Est-ce que la surface ici du circuit va diminuer ou augmenter? Est-ce que c'est en accord avec la règle du flux maximum? Eh bien, on va voir ça. Oups. Voilà, exercice 5.2. Donc, on a repris le schéma, ici, en précisant, donc, ici, vous avez la direction X, ici, vous avez la direction Y, et ici, vous avez la direction Z, perpendiculaire. Donc, le champ B est orienté selon plus EZ. Le courant I circule comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et on va chercher la force qui s'exerce sur ce barreau-là, que j'appelle MP. Je sais pas pourquoi c'est MP. Bon, écoute, on l'appelle MP. Voilà, donc on va noter MP, le barreau métallique. Ok. Alors, il est parcouru par un courant I. Vous savez pourquoi j'ai mis I entre guillemets? Parce qu'en fait, il faudrait dire un courant d'intensité I. I, c'est l'intensité. Enfin, par but de langage, on dit un courant I. Alors, en présence du champ magnétique B, qui est produit par on ne sait pas quoi, mais dans cette région-là, il y a un certain champ B. Et donc, c'est un courant en présence d'un champ B. Le circuit est soumis à une force F. Enfin, ici, ce qui est susceptible de se déplacer, c'est le barreau. Donc, on va s'intéresser à la force sur le barreau MP.
Bon, d'abord on va chercher f au moyen de la force de la place qui s'exprime comme étant l'intégrale sur le côté mn. Ah, cette fois-ci on l'appelle mn. Bon, bah c'était mp, hein, on a dit p. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on l'avait appelé p. Oui, mp de idl vectoriel p. Alors ici, dl, puisque cette direction c'est la direction y, mais que le courant va de m vers p, et bien vous voyez que c'est moins dy ey. Voilà. Moins dy, enfin bon, moins dl si vous voulez, ey. Mais lorsque je vais intégrer dans le sens croissant de y. Ok? On en a parlé tout à l'heure. Et le champ B, bon ben c'est BZ. Ok? Donc je remplace tranquillement. En fait c'est P. J'ai l'intégrale, bon ici c'est entre parenthèses, j'ai moins y vectoriel EZ, c'est-à-dire en fait y, EZ, ça donne EX avec un moins, voilà, moins EX. Ici il y a IB, et l'intégrale de DL sur MP, eh ben c'est petit a. Et ce n'est pas moins petit a, hein, c'est petit a, c'est positif. Parce que une dernière fois, je vous dis que j'ai déjà tenu compte du sens de parcours de I. Le sens de parcours de I. Bon. Très bien, donc vous voyez que c'était extrêmement rapide pour déterminer la force. Voilà. Maintenant, on va à nouveau calculer cette force, mais cette fois-ci en moyen du théorème de Maxwell. Alors, je dis l'ami Maxwell, parce que depuis le temps que j'utilise ce théorème de Maxwell, Maxwell est devenu vraiment un ami. Alors voilà, on dit l'ami Maxwell. Bon, tout ça c'est basé sur le travail élémentaire dW de la force F, la force totale F, qui agit sur tout le barreau, lorsque je fais un déplacement d lambda dans la direction x. Vous voyez, dx 0, 0. Lorsque je fais ce déplacement, j'ai un certain travail, et ce travail, d'après le théorème de Maxwell, il est égal à I défi, où défi est la variation du flux. La variation du flux pendant ce déplacement infinitésimal. Je peux aussi dire que cette variation de flux, c'est le flux à l'instant t plus dt, dans la nouvelle position du barreau, moins le flux dans l'ancienne position. Hein, on peut dire ça, on peut voir ça comme ça. Alors, si je suppose que le barreau, en fait, il ne se déplace que dans la direction x, c'est tout ce qui m'intéresse, parce que bon, il ne va pas s'en aller, il faut que le circuit reste fermé. Et je vais orienter le circuit dans le sens du courant. Hein. Chaque fois qu'il y a un courant dans un circuit, je suis obligé d'orienter le circuit dans ce sens-là. Alors vous vérifiez que dans ce cas-là, la normale, ce sera moins EZ. Oui, exactement, c'est moins EZ. Et donc on a, là je suis en train de calculer le défi, qui est égal, je vous répète, phi t plus dt moins phi de t. Alors à l'instant t plus dt, le flux, c'est... Alors il y a un signe moins, parce que n est porté par moins EZ, et B était porté par plus EZ. Donc vous vous rappelez, où est-ce que c'était? Non, ben c'est écrit nulle part. Bon, en tout cas, phi c'est le flux de B scalaire ds, et donc je vais avoir EZ scalaire moins EZ, ça va donner moins 1, d'où ce signe moins. Et après, il va rester B fois S, parce que B est uniforme. B fois S. Alors S, ici, dans cette nouvelle position, je reviens à mon fil. La nouvelle position, si vous voulez, elle est là. Tu vois, le barreau s'est déplacé d'une quantité dx. En fait, je dis qu'il est là dx. Je dis dx est positif, mais j'en sais rien. Il va peut-être dans l'autre sens. À ce moment-là, dx sera négatif. D'accord? Bon, moi, je l'ai pris simplement dans ce sens. Et dans cette nouvelle position,
vous voyez que le flux à travers le circuit, c'est B fois cette surface. La surface, ça sera cette distance-là jusque là. Donc, ça sera, bon, par exemple, ici, c'est RP plus dx multiplié par cette distance qui est petit a. Et je suppose que c'est ce qu'on a écrit. Où est-ce qu'il est? Non. Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est là. C'est RP plus dx multiplié par A. Voilà. Et sinon, à l'instant t, bon, ben, c'est simplement RP fois A. C'est ça la surface. Et donc, défi, qui est la différence des deux, ça sera simplement moins A fois B dx. Je vous signale qu'on pouvait dire ça de deux autres façons, sans parler de ce phi à l'instant t plus dt, phi de t, etc. Regardez les deux façons. Bon, je remonte au dessin pour vous les montrer. Je peux d'abord calculer phi normal, donc à l'instant t, lorsqu'il est dans cette position. Ce sera b fois la surface qui est là. Donc B fois RP fois A. Alors RP, c'est la distance, ce que j'appelais X si vous voulez, parce que bon, ben, cette direction, c'est la direction X. Et donc lorsque je vais parler de défi, je vais dériver, et cette dérivée, la dérivée de X, c'est dx. Et donc je vais trouver AB dx. Bon, enfin, il y a le signe moins pour, vous savez, la surface est orientée selon moins EZ et B est orientée selon plus EZ. Donc on retrouve moins AB dx. Une autre façon encore de redire ça, c'est toujours avec le théorème de Maxwell où on avait montré, rappelez-vous, que la variation infinitésimale de flux, défi, c'était égal au flux coupé, au flux infinitésimal coupé, qu'on avait noté défi C. D'accord? Là, il faudrait l'appeler delta phi C. Bon, non, défi C. Et phi C, le flux coupé, c'est le flux du champ magnétique à travers la surface coupée, qui est donc cette surface-là, cette petite surface-là. Et vous voyez que cette surface, c'est dx, ici, fois petit a. Donc on trouve à nouveau a fois b fois dx, enfin si vous voulez a fois dx fois b, et avec le signe moins, pour la question d'orientation. Donc voilà, quelle que soit la façon dont vous procédez, vous trouvez que défi égale moins ab dx. Ce qui fait que le travail, finalement, lors de ce déplacement élémentaire, eh ben, c'est I fois défi, c'est-à-dire I fois moins AB dx. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, le travail infinitésimal, trivialement, enfin par définition, lorsque vous avez une force F qui se déplace d'une quantité d lambda, où le circuit se déplace d'une quantité de lambda, le travail élémentaire, c'est F scalaire de lambda. Okay? Alors, ici, F est orienté selon d lambda. Vous rappelez, une autre façon de le dire, d lambda, vous vous rappelez, c'était un vecteur qui avait pour coordonnée dx, 0, 0. Donc ici, vous allez avoir F, indice x, qui se résume à F fois dx, plus 0, plus 0. Donc vous allez avoir f dx, qui est égal à moins IAB dx. Et donc par identification, vous en sortez f qui va être égal à moins IAB. Et si vous l'écrivez vectoriellement, vous écrivez que f égale moins IAB EX. Voilà donc la force qu'on a retrouvée par le théorème de Maxwell, et vous voyez bien qu'on retrouve le résultat. Alors ici, probablement certains parmi vous se disent « Oh là là, mais vraiment, c'est aller chercher des histoires que d'utiliser le théorème de Maxwell pour te calculer cette force. » Parce que tout à l'heure, avec la force de Laplace, en appliquant l'expression de Laplace, on avait trouvé le résultat en 30 secondes. Vraiment, c'était juste et on avait trouvé le résultat. Alors que là, bon, il a fallu faire tout ce travail-là.
Oui, mais bon, ici, bien sûr, si je devais calculer la force, je passerais par la loi de Laplace, ça, on n'en parle plus. Mais on voulait simplement vous montrer comment utiliser ce théorème de Maxwell pour en sortir la force F, parce qu'il y a des situations où il ne serait pas facile de calculer l'intégrale donnée par la loi de Laplace. Par contre, on pourrait calculer le flux. Et donc, à partir du flux, trouver la force. Voilà. Et alors, deuxième question, c'était quel est l'effet de cette force? Quel est l'effet de cette force? Bon, ben écoutez, on va dire à l'instant donné, c'est x est la position de la barre. Tu vois? Voilà. Le flux à travers ce circuit, par définition, c'est l'intégrale de p scalaire ds. Le circuit, il est fermé, hein, c'est tout le circuit. Alors, B est uniforme, donc c'est B, je sors de l'intégrale, B scalaire S, et S, c'est moins AX. S, pardon, c'est AX. Mais alors, il y a le signe moins parce que BS sont antiparallèles. Rappelez-vous, B est orienté selon plus EZ, et la normale, elle est dirigée selon moins EZ. Donc, j'ai moins BAX. D'ailleurs, on le dit ici. Puisque B égale plus BEZ, et DS égale moins DSZ. Bon, alors donc, hop là, pardon, excusez-moi. Voilà, je disais, voilà. On disait l'effet de cette force, donc cette force, qu'est-ce que c'est que ça? Cette force qui est égale à moins IABEX, comme on l'a trouvé donc maintenant de deux façons, et bien l'effet de cette force va être, puisqu'il est orienté selon moins EX, ça va être donc de rapprocher le barreau de la pile, c'est-à-dire diminuer la surface S. Alors, si on diminue la surface S, on va augmenter le flux. Et ceux qui pensent que c'est bizarre, parce que le flux c'est égal à B fois S, si on diminue S, on devrait diminuer le flux, je dis attention, parce que ici, le flux était négatif. Le flux est négatif. Donc, c'est comme si vous compariez, par exemple, moins 2 avec moins 10. Moins 2 est plus grand que 10. 2 est plus petit que 10, mais moins 2 est plus grand que moins 10. Alors, c'est pour ça que si on diminue S, en fait, on augmente le flux. Et si on augmente le flux, on retrouve parfaitement la règle du flux maximal. C'est-à-dire, spontanément, le barreau va se déplacer de façon à ce que le flux devienne le plus grand possible. Voilà. Et ben voilà, complètement, on termine l'exercice numéro 2. Voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous a donné envie de faire vous-même ces exercices, parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et aussi voir d'autres exercices, vous en avez plusieurs dans le Polycope. Bon courage!